D'un côté, il y a une vision pour l'Afrique, un continent uni, hyper connecté, prospère. C'est le rêve. Et de l'autre, il y a la réalité du terrain, bien plus complexe, faite de défis politiques, de batailles pour les ressources. Bref, un fossé existe entre les deux. Et c'est justement ce décalage qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, parlons de ce rêve. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il repose sur deux énormes piliers. Le premier, c'est une ambition économique, une ambition qui pourrait littéralement redessiner la carte du commerce mondial. Ce chiffre, 3,4 trillions de dollars, il donne le vertige. C'est le PIB combiné de la ZLEC-AF, la fameuse zone de libre-échange continentale africaine. C'est tout simplement l'un des plus grands projets économiques de notre temps. L'objectif, créer un marché unique pour 1,3 milliard de personnes. Pour vous donner une idée, c'est plus que l'Union européenne et les États-Unis réunis. Et l'idée derrière, elle est à la fois simple et super puissante. Si on facilite le commerce entre les pays africains, on peut créer des industries locales, des emplois stables et au final, améliorer le niveau de vie de tout le monde. C'est une vision de prospérité qui viendrait du continent lui-même, de l'intérieur. Et le deuxième pilier de ce grand rêve, c'est la révolution numérique. Les 4 milliards de dollars qu'on voit ici, c'est un record. C'est le financement qui a été levé par les startups africaines rien que pour l'année 2024. C'est le signal d'une véritable explosion d'innovation sur tout le continent. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que cette transformation, elle est portée par des innovations locales. Fintech, agritech, on parle de solutions qui sont pensées par des Africains pour répondre aux défis très concrets du continent. De la finance mobile à l'agriculture de précision, tout est adapté. C'est la question clé en fait. Tous ces grands chiffres, toutes ces belles stratégies, comment ça se traduit concrètement sur le terrain? Pour essayer de comprendre, on va faire un zoom sur un cas d'étude très révélateur. Alors, direction le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Parce que c'est un pays souvent présenté comme un modèle de stabilité. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un laboratoire parfait pour voir le choc entre le grand rêve continental et les dures réalités locales. Cette citation, elle vient d'Afrique confidentielle et elle pose le décor, sans détour. On est très loin des grands sommets panafricains. En interne, la situation est tout sauf stable. Le cœur du problème, c'est cette lutte de pouvoir complètement ouverte au sommet de l'État. Le président et son premier ministre qui s'affrontent publiquement. Les observateurs parlent d'une cohabitation indéchiffrable. Pour les gens, ça veut dire quoi? Une gouvernance totalement imprévisible, et ce, à un moment où le pays aurait justement besoin de clarté. Et bien sûr, cette crise au sommet, elle a des conséquences bien réelles. L'action publique est paralysée, l'économie stagne, la dette gonfle, et les promesses électorales, elles, s'envolent. La source que l'on cite va même jusqu'à parler d'un bilan lamentable, c'est dire. Mais au-delà de ces luttes de pouvoir, il y a un enjeu encore plus fondamental qui touche le quotidien de tous les Sénégalais, se nourrir. Et c'est là que se joue une bataille absolument cruciale pour la souveraineté du pays. Le mot-clé, le voici, souveraineté alimentaire. L'idée, en théorie, est simple. C'est la capacité d'un pays à décider par lui-même comment il va nourrir sa population, sans dépendre des autres. C'est l'objectif officiel du Sénégal. Mais, comme on va le voir, la réalité, elle est beaucoup plus compliquée. Ce tableau a l'air un peu technique, mais il dit quelque chose de très inquiétant. Si on prend juste l'exemple de la sardinelle, un poisson qui est à la base de l'alimentation là-bas, on voit dans la colonne État le mot surexploitation. Ça veut dire quoi? Qu'on pêche plus de poissons que la nature ne peut en renouveler. La ressource est tout simplement en train de s'épuiser. Et les conséquences humaines sont dramatiques. Les petits pêcheurs, pour survivre, sont obligés d'aller toujours plus loin, dans des zones dangereuses où ils risquent la prison, des amendes et parfois même leur vie. Ce graphique, il résume tout le paradoxe. Regardez bien, la ligne bleue, ce sont les exportations de poissons. Ça n'arrête pas de grimper. Maintenant, la ligne orange, c'est la quantité de poissons disponible pour chaque Sénégalais. Et là, ça s'effondre. Le pays vend à l'étranger une ressource vitale et il en reste de moins en moins pour sa propre population. C'est tout le contraire de la souveraineté alimentaire. Le cas du Sénégal le montre bien, ce fossé entre le rêve et la réalité. Alors comment on fait pour construire des ponts entre les deux? Quelles sont les solutions pour que la croissance profite vraiment à tout le monde? C'est tout l'enjeu des chantiers de la croissance. Pour que la ZLECAf ne soit pas juste une belle idée sur le papier, un rapport de la CSI Afrique propose des choses très claires. D'abord, investir à fond dans les infrastructures, routes, ports, Internet, sinon rien ne peut circuler. Ensuite, protéger les travailleurs, salaires décents, droits sociaux, c'est la base. Il faut aussi que les syndicats et la société civile participent aux décisions. Et enfin, il faut être créatif pour financer tous ces grands projets. Et pour le numérique, les défis sont tout aussi grands. Moins de 40% de la population a un accès à Internet fiable. Imaginez la fracture entre les villes connectées et les campagnes isolées. Et puis il y a cette forte dépendance aux technologies étrangères, ce qui est un frein énorme à une vraie souveraineté numérique.
Mais face à tous ces obstacles, le continent a un atout stratégique absolument inégalé, sa jeunesse. Plus de 60% de la population a moins de 25 ans. C'est une génération qui a grandi avec le numérique. C'est un réservoir incroyable de créativité et d'énergie. C'est peut-être ça, la plus grande force du continent. On arrive donc à la question finale. Entre les grandes visions panafricaines d'un côté et les réalités si complexes du terrain de l'autre, quelle est la meilleure voie à suivre pour l'avenir ? Je trouve que cette phrase résume parfaitement l'enjeu. L'avenir ne se construira pas en copiant des modèles venus d'ailleurs, mais bien en inventant des solutions qui sont adaptées aux réalités africaines. C'est ça, le vrai fondement de la souveraineté, qu'elle soit alimentaire, politique ou numérique. Et ce moteur du changement, il se trouve peut-être justement dans l'esprit d'entreprise locale. Chez ces innovateurs qui partent du terrain, qui identifient un problème concret et qui construisent une solution à leur échelle. C'est cette dynamique qui vient d'en bas, qui peut vraiment donner corps aux grandes visions qui, elles, viennent d'en haut. La question finale reste donc entière. L'avenir de l'Afrique sera-t-il dessiné par les grands plans continentaux ou émergera-t-il de la mosaïque de toutes les initiatives locales ? En fait, la vraie réussite se trouvera sans doute dans la capacité à connecter ces deux mondes, pour que le rêve devienne enfin la réalité de tous.